Je vais un peu trop loin pour moi. Oui, donc je me présente pour développer un peu. Donc j'enseigne la sociologie en général, et moi je suis plus spécialement spécialisé donc, sur la sociologie économique, la sociologie politique. Et je travaille donc aussi avec l'association ATTAC. Et bon, donc il y a beaucoup d'économistes très spécialisés sur les questions financières et autres, avec lesquels on travaille. Et donc moi, a priori, c'est pas forcément un sujet, sociologue, c'est la question de la dette, c'est pas forcément un sujet premier, mais plus j'ai étudié la question, plus je me suis rendu compte de l'importance du sujet. Alors en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas mettre ça tout de suite, parce que sinon, je sens que les gens ils vont plus m'écouter. Voilà. Je les vois qui lèvent les yeux au ciel. Ah oui. Et voilà. Donc en fait, pourquoi c'est important? On a trouvé différents titres, on avait plein de titres différents. On aurait pu trouver parmi les titres la dette domine les peuples. Et en fait, parmi les différents mécanismes de domination, il n'y avait pas que l'élection de démocratie, il y a la question de la dette, c'est essentiel. C'est un mécanisme central de la domination aussi bien de la classe moyenne des pays du Nord que des pays du Sud. Autrefois, c'était des pays du Sud, puisqu'on disait ils sont endettés, ils sont pauvres, etc. Ils gèrent mal leur histoire. Alors, on voit que les mêmes mécanismes et les mêmes procédés font que maintenant c'est la même chose pour les pays d'Europe. Voilà. Donc c'est la dimension, on va dire plus précisément, bon, on va parler un peu de technique économique, mais pour faire un cours d'économie, ça serait pas, d'abord c'est pas ma spécialité, puis ensuite je pense que vous vous endormiriez si on avait des débats. Après il faut faire de l'économie. Bon, on va faire de l'économie politique, tout ça qui m'intéresse, et ou de la sociologie politique, sociologie économique, pour essayer de comprendre surtout les mécanismes, les enjeux de pouvoir qui sont derrière. C'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Hein. Pareil, on pourrait faire un cours de droit sur la question, sur les traités, les TSCG, les MES, etc., tous les trucs, toutes les procédures juridiques européennes, et puis on peut finir. C'est pas tellement ça qu'on va essayer de voir aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre justement les enjeux finalement politiques derrière la dette, les enjeux de pouvoir qui sont derrière la dette. Alors, au niveau de la durée, je vais essayer de ne pas poser la question trop longtemps, peut-être une demi-heure, comme c'est quand même assez ardu, ça risque de vous endormir au bout d'un moment, même si j'essaie d'être convaincant. Et donc, au bout d'une demi-heure, au quart d'heure, si je dépasse, après on essaiera plus de faire un dialogue. D'ailleurs, ceci dit que si vous voulez m'arrêter avant, si vous avez des remarques ou des questions à faire, n'hésitez pas. On rentre directement dans le dialogue, ça ne peut pas forcément un problème. Sinon, on aura le temps. C'est quoi leur limite? Minuit? Bon, on sera pas suffisé avant. Voilà. Donc, voilà, c'est simple. Donc, je me lance. Donc, d'abord un petit rappel historique. Hein. Je vais vous faire un petit rappel historique. Après, je vous expliquerai les 4 grands mécanismes qui causent la dette. Hein. Et puis, ensuite, les 4 solutions qui vont pour la résoudre. C'est un peu ça l'idée générale. Donc, au niveau historique, la dette, bon, alors ça remonte évidemment on va dire très loin, mais disons que si on prend, sans aller trop loin, un point, disons qui a un des éléments un peu déclencheurs, ou qui ne sont pas si loin que ça, c'est la crise de 2001, avec la crise de la bulle financière, la bulle Internet, hein, ce qui était suite après justement le 11 septembre. Quand le 11 septembre a eu lieu, ça a fait peur à l'humanité entière, surtout aux financiers. Et à ce moment-là, ça a cristallisé justement le premier éclatement de la bulle Internet, où les gens avaient investi beaucoup sur Internet, pouvaient devenir, on allait faire des millions avec. Sauf que les valeurs concrètes, les gens ils achetaient les actions des nouvelles startups Internet, et ils se sont rendus compte qu'il y avait un décalage entre le prix qui est payé et la réalité financière. C'est un peu la même chose d'ailleurs qui va arriver probablement avec le gaz de schiste. Vous avez dit, il y a une bulle qui se fait sur le gaz de schiste, donc il y a un décalage entre ce que ça va rapporter et puis la valeur réelle de l'action. Donc la bulle a éclaté, et donc évidemment il faut passer l'argent quelque part. Et comme les marchés financiers, il faut toujours qu'ils aient une rentabilité maximum, ils ont cherché de nouveaux terrains d'investissement, et ils ont
investi dans l'immobilier. C'est sûr, c'est quelque chose de solide, c'est pas comme l'Internet, c'est virtuel. Donc ils sont mis à investir là-dedans, et puis arrivé en 2008, il y a eu la crise qu'on appelle la crise des subprimes. Hein. Bon, le déclenchement, ça avait commencé même encore un peu plus tôt, parce que ça démarrait un peu avant. Mais bon, en gros, c'était, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail non plus, parce que c'est pas exactement le sujet, bien que, quoique c'est quand même assez lié, c'est pareil, une spéculation très forte sur chacun investissait dans l'immobilier à l'infini, et ils achetaient, et à un moment donné, ils se sont rendus compte aussi que ceux qui achetaient, c'était aussi bien le privé que le public, n'avaient plus les moyens de rembourser parce que les prix de l'immobilier montaient à l'infini, il fallait pouvoir rembourser. Et comme les gens ne pouvaient plus rembourser les dettes, les populations pauvres, bien il y a eu à nouveau donc avec plus d'emprunts toxiques qui avaient été mis en œuvre, il y a eu à nouveau une crise, hein, et donc tout le monde a commencé à vendre, et puis à nouveau l'argent s'est retrouvé sur les marchés financiers. Donc là le problème c'est que comme il y a eu une crise, chacun a pu récupérer sa mise. Ils n'ont pas tous pu récupérer leur mise, parce qu'il y a une grande partie d'argent dans les marchés financiers qui est virtuel. On estime plus ou moins que sur 3% d'économie réelle, donc la production réelle des entreprises, il y a d'un côté 3%, de l'autre il y a 97% de spéculation. Le marché, plus ou moins virtuel, parce que normalement ça devrait y avoir une correspondance. 100 sur le terrain, ça va correspondre à 100 en action. Or là, c'est énormément, il y a un décalage énorme entre le prix d'une action et puis sa valeur sur le terrain. Et donc de temps en temps, c'est des bulles. C'est un peu comme vous faites des paris. Vous achetez en disant, moi, je vais vous expliquer en 2 secondes, c'est comme si vous disiez, tiens, cette bouteille, elle vaut 3 €, mais tout le monde la veut. Donc, madame la veut pour 5, allons-y pour 5, monsieur la veut pour 7, allons-y pour 7, puis à la fin, ça va monter, elle vaut 3 €. À la fin, on est à 97 €, c'est un peu ça. Alors qu'à la réalité, ça vaut près 3 €. Tout le monde la veut, donc les gens acceptent. C'est ça le côté spéculatif, vu le côté virtuel. Donc à la fin, quand moi je la donne, je la donne vraiment à la personne qui la voulait, les autres, toutes leurs actions, elles tombent un peu à côté. Et donc, ça fait un crack. Et là, ceux qui ont pris des actions sur cette bouteille-là pour 97 €, ils se retrouvent avec beaucoup moins d'argent. Voilà. Et donc, c'est ce qui s'est passé, ces différentes bulles, à l'infini, ça continue comme ça. Voilà. Ceci dit, à chaque fois que ces bulles éclatent, dans la crise de 2008, il y a eu aussi à nouveau des bulles qui ont éclaté. Donc beaucoup de mecs qui ont perdu beaucoup d'argent, mais qui perdent de l'argent, en général, c'est les petits actionnaires ou les banques les moins costauds. Celles qui gagnent le plus d'argent, c'est les plus costauds, les banques les plus costauds, notamment Goldman Sachs. En ce moment, c'est un peu les métros du monde, avec les banques classiques, Rothschild, Rockefeller, etc. Donc, après 2008, lorsque ces banques il y a eu ce crack, il fallait à nouveau trouver des terrains de placement pour avoir une rentabilité maximum. Et à ce moment-là, ils se sont dit, tiens, on va essayer les matières premières. Donc alimentaire, le blé, les céréales, etc. Et d'autant que, ça c'est une des causes aussi de la crise actuelle, mais même si elle n'est pas, à mon avis, dominante, c'est comme il y a la crise du pétrole qui se profile, dans 40 à 80 ans, on n'aura plus de pétrole. Donc il y a une pénurie progressive. De plus en plus, les pays du Nord, en particulier, mais pas que, commencent à planter des agrocarburants pour remplacer le pétrole qui va monter. Donc on achète des terrains, etc. Et chaque fois qu'on investit dans des terrains qu'on plante des agrocarburants, par exemple la canne à sucre ou autre, c'est des terrains en moins, ou la terre en moins, des surfaces agricoles en moins, la production en moins, pour nourrir les pays du Sud. Enfin, nourrir le monde en général, les pays du Sud en particulier, parce qu'eux, ils ont du mal à payer leurs ressources. Et donc il y a eu, en 2009 ou 2008, il y a eu une crise alimentaire suite à ça. Ils se sont mis à spéculer, à nouveau sur les matières premières alimentaires. Et on estime que 75% du prix, du prix des matières premières provenait des agrocarburants. Tous les actionnaires financiers qui avaient lâché leur argent, lâché les placements dans l'immobilier, ils se sont réfugiés dans ces secteurs-là. Et donc, les agrocarburants étaient cause pour les 3 quarts de la montée des prix alimentaires. Alors, le problème, c'est que c'est pas juste la spéculation, c'est qu'il y a des gens qui meurent de faim. Donc,
il y a eu les émeutes de la faim, je ne sais pas si vous vous souvenez. Voilà. Alors, du coup, ça c'est, disons, un peu tassé, mais ça continue, ce problème-là. Il y a toujours des gens qui meurent de faim à cause de ça. Et globalement, déjà aujourd'hui, dans nos voitures, on a déjà 5% d'agrocarburants qui nous permettent de rouler en Europe. L'objectif est de passer à 10%. Et plus on va monter ces taux-là, plus il y aura des personnes qui auront du mal à manger. Voilà. Donc suite à ça, donc, il y a eu la crise financière que vous connaissez, et donc on nous a crié qu'on allait effectivement régler tous les problèmes, abolir les paradis fiscaux et autres. Voilà. Donc ça c'était pour la partie historique. Donc la cause numéro 1 de la crise, c'est une crise évidemment financière, une crise de spéculation, etc. La deuxième cause, c'est, donc je vous l'ai dit rapidement, c'est un problème aussi, un peu une crise écologique, hein, parce que pour sortir de la crise, généralement, on peut aller lancer dans la croissance, mais le problème de la croissance, c'est qu'il faut différentes choses, mais enfin, il faut aussi des ressources. Or, les ressources non renouvelables en termes d'énergie et de matières premières, comme les métaux, les métaux et les énergies non renouvelables, comme le pétrole, l'uranium et autres, je vous dire, dans 40 à 80 ans, il n'y a plus. Donc on voit déjà les prix de tous qui montent régulièrement, et ça c'est pas un élément qui favorise le retour de la croissance. C'est la deuxième cause, mais elle est secondaire. La troisième cause, c'est la crise politique, parce qu'en réalité, c'est d'abord un problème d'orientation politique, un choix politique. Là au niveau de l'Union européenne, le FMI, la Banque mondiale, etc., c'est des discussions des choix qui se mettent en œuvre. La quatrième cause, vraiment la plus secondaire, mais on pourra évoquer si ça vous intéresse, la question démographique, c'est que plus on augmente aussi en nombre sur la Terre, plus cette pression vis-à-vis des ressources augmente aussi. Aujourd'hui, ce n'est pas le problème d'être trop nombreux sur la Terre, c'est pas assez de partager les recettes. On pourrait nourrir tout le monde. Aujourd'hui, évidemment, si on veut tous vivre comme si tous les Terriens veulent vivre comme les Français ou comme les Américains, la Terre ne peut pas suivre. Donc ça, c'est aussi une des causes de la crise actuelle. Alors, deuxième partie, je vais donc vous présenter maintenant les causes, disons, plus spécifiquement financières, les 4 ou 5 causes plus spécifiquement financières de la dette. Alors, la première cause, donc là, vous avez le droit de lire cette fois-ci, c'est la question des ressources. Hein. Alors, c'est pas un PowerPoint, alors c'est pas super adapté, mais on va s'en sortir. Et alors, je l'ai fait sous format, disons, c'est sous format Word. Alors, on peut descendre avec les brancher, enfin, cette souris. Non? Ah, si, ok. Voilà. Non, ça bloque. C'est moi qui. Ah oui, je vise l'écran, en fait, pas celui-là. Voilà. Voilà. Donc là, c'est un petit tract. Ça va être trop gros, c'est pas grave, je vais faire descendre. C'est un petit tract de sud d'impôt, si vous voulez dire. Donc c'est ceux qui prélèvent nos impôts, donc qui sont bien au courant. Hein. Et alors il y a différents chiffres qui expliquent. Donc la première cause de la dette, c'est la baisse des prélèvements fiscaux et des cotisations sociales en général. Et là, on voit différents chiffres. Hein. Donc, bon, c'est des ordres de grandeur. Il ne faut pas prendre les choses vraiment trop précisément. Je vous donnerai 2 chiffres qui varient un peu. Hein. Alors, bon, moi, je ne vois pas beaucoup sur ce point. Je vais prendre mon papier. Voilà. Donc, une des causes principales de la dette, il y en a 4, je vous l'ai dit quand même. Hein, c'est la baisse de prélèvements, la question de la privatisation de la création monétaire, la spéculation, et la quatrième, c'est l'évasion fiscale et la fraude fiscale. Voilà. Donc, première cause qu'on voit à présent, c'est la baisse des prélèvements. La dette, si elle augmente, ça peut être parce qu'on dépense de trop, mais ça peut être aussi parce qu'on prélève, il y a moins de prélèvements. Et donc là, on voit à travers le graphique qui a été fait, donc c'était pour l'année 2011, déficit de l'État de l'année 2011. On voit un déficit de 92 milliards hein, qui s'explique par 4 causes. Première cause, les niches fiscales. Donc déjà, 66 milliards. Les niches fiscales, c'est toutes les exonérations qu'on fait aux plus riches
Par exemple, quand ils vont investir dans les dom-toms et autres, voilà, pour les inciter à, mais à force d'incitation, on arrive quand même à 66 milliards, ça fait quand même des masses considérables. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2010, le budget de l'État, c'était 320 milliards d'euros, pour avoir un ordre de grandeur. Voilà. Donc,